Le temps d'une liberté, On discute du couple. et de parentalité. Et bonjour à toutes et à tous. On est très content de vous retrouver pour la seconde partie de notre épisode avec Fanny Vella sur les violences éducatives ordinaires. Rappelez-vous, cette autrice et illustratrice a créé plusieurs ouvrages jeunesse qui visent à sensibiliser autour des thèmes de l'enfance, de l'éducation, des violences conjugales, du sexisme ou encore du handicap. On reprend l'épisode au cœur de notre discussion autour du sujet. Ensemble, on partage nos réflexions mêlées à nos vécus, à la fois en tant que parents et en tant qu'adultes, en regardant les enfants qu'ils ont été et la manière dont ils ont pu vivre leur enfance à travers cette thématique. On se raconte un peu et on fait le point sur ce qu'on en retire aujourd'hui, comment on se positionne maintenant avec notre histoire, nos lectures, nos rencontres et notre recul. On espère que vous passerez un excellent moment avec nous. Et bonne écoute! C'est vrai que quand on arrive au stade de parents, mais à la situation de devenir parent, où, ça nous renvoie quand même pas mal de choses. C'est vrai que moi, j'étais pas du tout revenu sur quand j'étais en vie d'adulte, en tout cas début d'adulte, tout ça, mon éducation, c'est pas quelque chose que j'ai remis en cause. Pour autant, quand j'ai eu le projet d'avoir un enfant et tout ça, il y a plein de trucs qui me sont revenus et alors du positif et du négatif, mais il y a des choses, oui, où et ça fait «violence» entre guillemets, d'un point de vue aussi émotionnel, quoi, de ressasser un petit peu tout ça et de se dire, heu: qu'est-ce que je veux moi pour mon enfant?» Pouvoir aussi, échanger du coup avec, le ou la partenaire parce que, et ben, on a chacun vécu, une éducation différente et partir du postulat qu'on a eu chacun la même éducation, je pense que c'est bien se «planter» entre guillemets parce que, bah, non, en fait, chacun a vécu avec des choses, bien différentes et des règles différentes dans sa famille. Donc voilà. Marie, je te laisse la parole. En fait, c'est le prolongement de ce que tu étais en train de raconter et je me dis que ce qui va être super intéressant, ou en tout cas, ce que ça va impacter aussi, c'est sa propre relation avec ses parents, dans la mesure où ils vont être grands-parents et donc en contact avec nos enfants et c'est aussi réussir à revenir avec eux sur certaines pratiques éducatives qu'ils ont pu avoir avec nos enfants et qu'on ne veut pas voir se reproduire avec nos propres enfants, et en discuter avec eux d'adulte à adulte cette fois, et pas d'enfant à... Enfin, dans le vécu d'enfant à parent, mais on n'est plus dans ce rapport entre guillemets hiérarchique, même si c'est pas le bon mot, mais là j'ai pas autre chose qui me vient tout de suite. Où voilà, mais ça peut être compliqué parce que bah eux aussi ils ont leur histoire, leur vécu qui est encore différent de ce que bah nous on a vécu. Donc c'est un long travail. Même si bon bah le lien de grands-parents avec les petits enfants il est différent que le lien de parents-enfants, mais il n'empêche que je trouve que ça vient aussi à la fois, bah, nous, on se construit en tant que parents, eux, ils se construisent en tant que grands-parents, mais au final, on réinterroge tous ces liens-là et ça s'imbrique un peu les uns avec les autres. Et, euh, et je sais que moi, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois de redire que ben, on peut pas attendre d'un enfant qu'il ait la capacité émotionnelle la maturité surtout émotionnelle d'un adulte, et qu'il y a certaines situations où c'est normal que il y ait pas cette réaction là et qu'il y ait une autre réaction, et que ça veut pas dire que c'est de la provocation ou du caprice ou une volonté de faire mal ou de manipuler, parce que ben non, ce sont des enfants et qu'ils n'ont pas cette enfin les enfants ils sont petits, ils ont 3 et 5 ans, et voilà, et c'est pas des ils sont pas dans cette capacité là de d'aller sur ce terrain, et donc ça sert à rien de ben d'aller dans la confrontation ou dans la violence, enfin peu importe la forme qu'elle prend, parce que en fait l'explication elle est là, et donc il y a d'autres moyens pour voilà remettre du cadre qui soit cohérent avec la maturité émotionnelle de l'enfant. En plus, c'est des sujets qui sont passionnants. Enfin, même, on n'a pas besoin
Comme je disais, on n'a pas besoin d'être parent ou ce genre de choses pour s'intéresser à ces sujets-là. C'est des sujets qui sont passionnants. Et en plus, aujourd'hui, ils existent sous toutes les formes. Ils existent, vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et moi, je tiens quand même à le préciser, c'est que mon travail à moi, c'est vraiment juste le fruit c'est une maman qui s'est interrogée, qui a partagé le fruit de sa réflexion sur les réseaux. Ça a trouvé un écho. Et ensuite, elle a essayé de vulgariser. Donc, quand je dis elle, c'est moi. J'ai essayé de vulgariser ce que j'avais pu apprendre de tout ça à travers des dessins, juste pour pouvoir présenter du coup une petite remise en question. Et si je dis ça, c'est que moi je pense que ce que je fais, c'est juste une sorte de première marche à gravir, parce qu'elle est simple, parce que c'est du dessin, et que du coup on se dit ah tiens, ça vient provoquer quelque chose chez moi. Bon, j'ai envie d'aller me renseigner, et du coup là je vais le faire auprès de gens qui ont fait du coup les études qui ont les connaissances pour venir m'apprendre aussi ce qui se joue. Et d'ailleurs j'essaie toujours, j'essaie pas, je le fais dans mes livres, je garde vraiment la posture de je viens déconstruire quelque chose à travers des dessins et de l'humour. Je propose une alternative qui est la mienne, celle que j'ai envie d'employer, et que je veux pas vous laisser sans clé, parce que quand je faisais juste des dessins, on me disait oui, c'est bien beau de dénoncer, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc dans le livre, notamment dans Et si on changeait d'angle, il y a une petite phrase qui vient accompagner les dessins en disant voilà, je vous présente la situation qui est telle qu'elle est vécue par les enfants habituellement, mais sous le spectre d'un échange entre adultes. Oh tiens, regardez, vous trouvez que c'est un peu violent? Bon, du coup, si on changeait les choses avec les enfants, et du coup, je vous propose mon alternative. Donc, je prends l'exemple de prêter les jouets, parce que j'aime beaucoup cet exemple. Donc, c'est une maman, c'est une femme qui oblige son chéri à prêter les clés de sa voiture à un monsieur qu'il n'a jamais vu. Donc là, on est sur l'exemple du parc de jeux où l'enfant, on lui dit mais prête donc ta trottinette, il faut apprendre à partager, alors que c'est un enfant qui n'a jamais vu de sa vie qui est en train de faire des tours de piste avec la trottinette, et que notre enfant il se dit mais je vais jamais la revoir, je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Donc du coup cet homme dans le livre, il est tenu de prêter sa voiture sous prétexte qu'il faut qu'il apprenne à partager. Et à côté, j'ai accompagné ça d'une phrase qui dit, si je ne dis pas de bêtises, elle dit, donc là c'est la reformulation pour donner des clés des parents qui voudraient bien essayer de changer les choses, ça serait de proposer à l'enfant de n'emmener en balade que les jouets qu'il accepte de prêter, avec lesquels il accepte de jouer avec les autres enfants, et par contre on laisse à la maison tous les autres jouets qui sont trop précieux à ses yeux, qu'il a peur de perdre, qu'il a peur qu'on lui casse. Pareil, si c'est des enfants qui sont invités à la maison, on va mettre de côté tous les jouets auxquels tu tiens, on me laisse à disposition que ceux que tu acceptes de prêter. Par contre, ceux-là, tu acceptes de les prêter, parce qu'il faut quand même que tu te sociabilises et que tu te fasses des amis. Et ce qui est intéressant là, par exemple, c'est que les neurosciences viennent nous apporter aussi de l'information sur l'esprit de propriété. Donc, qu'un objet nous appartient et que si je le prête à quelqu'un, il nous revient derrière, et ben ça paraît pas avant 3 ans en fait. Et donc du coup, eh bien, à demander à un enfant qui a pas développé ces compétences-là et ce réseau neuronal derrière, et ben de faire cette action, c'est vrai que c'est hyper violent. Et le côté, l'illustration et ce qu'on appelle l'adultisme, du coup, de faire vivre des choses aux adultes qu'on ne ferait pas aux enfants, et ben ça met en lumière complètement ce genre de choses. Moi, je me rappelle, je pense que le premier dessin sur lequel je suis tombé de toi, c'était l'adulte à table qui est invité par une autre personne, et on lui dit bah non, tu sortiras pas de table tant que t'as pas fini ton assiette, quoi. Et ça paraît tellement c'est vrai incohérent, quoi. On se dit Ouais. mais c'est quel enjeu derrière on met sur le fait qu'il faut vider son assiette D'autant plus que c'est nous qui servons les doses souvent à nos enfants en plus. Donc on peut pas penser à la place de leur estomac, on peut jauger un petit peu, mais... Puis je trouve que ça vient déconstruire un peu des trucs, comme tu dis, sur l'alimentation notamment, mais sur même les règles de politesse et tout ça. En fait, ça vient déconstruire des choses où tu te dis, bon, je vais pas parler de règles de politesse parce que c'est important d'apprendre les bases de la politesse aux enfants, mais forcer un enfant de 1 an à dire bonjour quand il sait dire 3 mots, ça n'a pas de sens. Il l'apprendra à un moment donné. Enfin, son but, les enfants, ils sont... je crois qu'il y a un truc qui dit que l'enfant, à moins d'avoir des troubles neuroatypiques, il est social par nature. Donc en fait, lui, son but, et d'ailleurs c'est pour ça que les enfants sourient
et qu'ils imitent, tu sais, les mimiques des personnes qui se penchent sur leur berceau et tout ça, c'est dans un but de sociabilisation. D'ailleurs, ils sont très mignons parce que aussi c'est pour que les adultes s'y attachent et ne veulent pas les abandonner. Instinct de survie. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, mais c'est vrai, en fait, toutes les espèces animales, apparemment, voilà, la nature a fait que tous les bébés des êtres vivants naissent mignons. Je crois que tous naissent mignons quand même, sauf les rats, c'est un peu bizarre. Mais les rats sont voués à être abandonnés. Non, c'est vraiment... Ce passage n'a aucun sens. Mais du coup, tout ça pour dire que l'enfant... Je ne sais plus ce que je disais. L'enfant, du coup, agit voilà, est social par nature, donc du coup, il va pas, voilà, se forcer à faire des choses pour se braquer. Et les règles, notamment, donc je voulais revenir surtout sur l'alimentation. En fait, moi, je trouve que c'est venu titiller des choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé, qui étaient ces règles de il faut absolument finir le contenu de son assiette, il faut absolument, pour faire plaisir aux autres et tout ça, on ne peut pas manger son dessert avant de manger la suite du repas. Toutes ces règles-là, en vrai, quand on y réfléchit, on se dit mais pourquoi en fait alors certes, il faut manger équilibré, ça c'est une règle, elle est évidente et en fait ça on y trouve du sens. Mais en fait quand on n'a plus faim, quel est l'intérêt de finir son assiette? En fait, est-ce qu'on ne peut pas, du coup, mettre au frigo le reste de ce qui nous reste et le manger le lendemain? Et je trouve que ce non-respect de la satiété, enfin moi en tout cas, c'est vraiment un truc dont j'ai profondément souffert quand j'étais enfant. Enfin moi, on me forçait, je risquais jusqu'à 23h finir mon assiette d'épinards parce que c'était le principe de tu ne vas pas décider toi, c'est moi qui décide parce que je suis ta mère, etc. Maman, si tu m'écoutes, elle n'écoute pas. Mais on ne sait jamais, un miracle. C'est vrai que tout ça m'a juste appris qu'il fallait que je finisse pour faire plaisir. Et en fait, je n'ai jamais appris à écouter ma satiété. Et aujourd'hui, moi, je souffre de troubles de l'alimentation parce que je ne sais pas écouter les signaux d'arrêt de mon corps. Parce qu'il ne sait pas me dire pourquoi je mange, à quel moment je mange parce qu'il a faim, comment me nourrir. Je suis beaucoup dans la nourriture émotionnelle et tout ça. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment... c'est quelque chose d'important à déconstruire. Et comme c'est dans les bases de l'apprentissage qu'on nous a donné et qu'on nous dit d'apprendre à nos enfants, je trouve que c'est intéressant aussi d'aller les déconstruire pour aller comprendre que tu sais toutes ces règles aussi de il faut se tenir à table, il faut pas sortir de table et tout, pour les enfants ça ne fait pas sens. Et en fait demander à un enfant de la même façon qu'on demande à un enfant, on exige d'un enfant qui reste assis sur sa chaise toute la journée, il y a des règles qui sont difficiles de changer. Évidemment, on n'a déjà pas assez de professeurs, on va pas non plus leur demander de laisser les enfants se mettre debout dans la classe, mais tous ces fondements-là, ils sont problématiques de base. On a exigé des enfants d'aller à l'encontre de leurs besoins physiologiques, qui est de bouger. Et au final, quand on regarde, ce sont même des comportements que nous, adultes, c'est pas possible. Qui, dans sa journée de travail, reste assis 7 heures dans sa journée avec quasiment pas de pause et ne se lève quasiment jamais pour aller faire une pause, pour aller aux toilettes. Enfin, il y a un moment donné où même à table, au début, je me battais un peu pour que mes enfants restent un peu assis parce qu'ils bougent vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, je me suis observée le temps d'un repas. Et puis, j'ai vu que, en fait, moi, je reste pas en place à table, donc je suis tout le temps en train de me lever pour faire ci ou ça. Et pareil, ma fille, je galère à lui faire mettre des chaussures. Mais en fait, je vis pieds nus. Et en fait, c'est du mimétisme. Et donc, je pars du principe qu'à partir de là, je peux pas leur demander de faire quelque chose que moi-même, je ne suis pas capable de faire. Dans une certaine mesure, bien sûr, qu'il y a un cadre et que c'est pas... c'est-à-dire que il y a un moment où on débute le repas, il y a un moment où on termine le repas. S'ils viennent, ils mangent. Et il y a un moment donné où, quand c'est terminé, on débarrasse. Et jusque-là, ils sont toujours venus manger, en fait, des fois à des rythmes un peu différents, mais voilà. Et j'essaye de lâcher prise. Alors, c'est pas facile tout le temps, mais on avance. En fait, des fois, je me demande où s'arrêtent les besoins nécessaires. C'est-à-dire que, oui, c'est sûr que il y a des endroits, je sais pas, dans un réfectoire de cantine, on ne peut pas permettre que tous les enfants soient debout. Donc, il y a des règles. Mais ces règles, en fait, on peut les apprendre avec plein de logique à nos enfants.
vraiment, c'est très logique pour un enfant. Oui, t'as vu tout le monde là, décemment, on ne peut pas tous se lever, sinon ça serait vraiment n'importe quoi. Et en fait, je me dis, où est-ce que ça s'arrête, ces règles-là qui ont du sens, et la peur du regard de l'autre. Parce que moi, des fois, je me rends compte que ces trucs que j'essaie de m'obliger à faire, c'est-à-dire arrêter d'obliger ma fille à mettre une veste sous prétexte que moi j'ai froid, donc elle devrait avoir froid. La vérité derrière ça, c'est pas que... Alors j'ai peur qu'elle ait froid, mais en vrai, ça je m'en fiche parce que je mets un gilet dans mon sac, et si elle a froid à un moment donné dehors, elle me le demandera. La vérité, c'est que quand je l'emmène à l'école et qu'elle a pas de gilet et que il fait objectivement froid, que tous les enfants ils sont habillés jusque-là avec leurs écharpes et leurs machins, et ben en fait j'ai peur qu'on me juge comme étant une mauvaise mère. Mais en fait ma fille, elle a chaud, donc en fait qui suis-je pour décider que elle devait forcément être habillée comme moi je l'entends. Et c'est vrai que des fois je me suis demandé, genre ce truc pareil de finir son assiette. Je sais que j'exige de mes enfants des choses totalement différentes quand on est dehors en présence d'autres personnes, parce que j'ai très peur, vu que je suis cataloguée comme en plus une mère laxiste, vu ce que je prône dans mes livres, j'ai toujours peur de ce qu'on va pouvoir penser de moi et de ce que je fais avec eux, quoi. Je travaille dessus. Mais alors, ouais, pour rebondir sur trois petits trucs que vous avez dit toutes les deux. Alors, ce côté typiquement ouais, de la veste et tout ça, moi je l'ai vécu et je le vis encore avec ma maman. Peut-être qu'elle écoute, mais elle sait que je lui répète assez régulièrement que ce n'est pas parce qu'elle a froid que moi ou mes filles doivent avoir 3 pulls et une couette limite sur elles pour se sentir bien. Et puis, c'est surtout quel message en fait on renvoie derrière aux enfants. C'est ce que tu ressens n'est pas la vérité. La vérité est la mienne en fait. Et du coup, ça, clairement, moi, là-dessus, ça me pose clairement question du coup sur voilà, quel message on envoie à nos enfants. Après, oui, des fois, il y a tout le sens, le jugement qui peut être présent. J'ai l'impression encore plus quand on est entre guillemets une maman que quand on est un papa. Les attentes de la société sont quand même bien différentes. Et Oui. clairement, je pense. Et pour revenir du coup sur, on parlait du repas tout à l'heure et de se dire bah voilà, il y a des règles, il y a des choses. C'est surtout voir quel sens et quelle valeur on veut transmettre à nos enfants. Et on peut pas être entre guillemets pouvoir se détacher du modèle qu'on nous a donné sur oui, à table, il faut rester, même si tu as 3 ans et que il faut rester une demi-heure à table, concentré et tout ça. Ça n'a pas forcément de sens, mais plutôt, voilà, quelle valeur en tant que parent, en tant que foyer, parce que c'est plutôt, pour avoir un peu de cohérence, c'est quand même plus intéressant de réfléchir en tant que foyer. On met derrière et sur quelle chose on peut lâcher prise parce que oui, on s'est fait matraquer pendant des années et des années qu'il fallait faire ça, qu'il fallait faire ça. Quelle distance on prend? Et puis bah oui, il y a des endroits où c'est plus simple. Clairement, faire ça à la maison que faire ça au restaurant, des fois c'est plus simple, mais c'est aussi peut-être comment on aménage entre guillemets peut-être nos sorties ou l'environnement dans lequel on amène nos enfants pour pas que ça devienne un moment pénible pour eux et que ça soit un moment agréable en fait. Qu'on se détache du regard des autres aussi. Tu vois, ma fille, par exemple, je sais qu'elle a un rapport compliqué parfois avec la nourriture et qu'elle a une sensibilité qui fait qu'elle a besoin de passer par le toucher sur certains aliments avant de les manger, même en ayant 3 ans, alors qu'elle sait très très bien manger avec des couverts. Et donc, ça lui arrive de me demander si elle peut manger avec les doigts. Et bah pareil, ici, j'ai lâché prise et elle est libre de manger. Alors, si vraiment ça tâche très fort, j'essaye ou alors je l'aide. Dans ces cas-là, je prends les couverts et je l'accompagne. Mais je sais qu'à l'école, bah, là-dessus, j'ai pas la main, donc voilà. Je lui ai redit que parfois, à l'école, elle sera peut-être obligée de manger avec les couverts, qu'il y a des endroits où elle peut pas faire. Et au restaurant, moi, pour le coup, si elle veut manger avec les doigts, elle mange avec les doigts. Et puis peu importe comment les tables à côté me regardent, en fait, moi, je sais ce dont elle a besoin et je sais pourquoi je fais les choses là-dessus. Mais c'est pas tout le temps facile. Tout comme le fait de mettre des chaussures à l'école, elle a pas le choix. Et donc ça, je lui ai réexpliqué en disant que voilà, il y a des endroits où elle ne peut pas faire autrement. Et mais bon, faut le temps que ça rentre. Non, puis les enfants, ils sont assez surprenants sur
leur capacité en fait de s'adapter aux règles sociales de l'extérieur et tout ça. Et en fait, il faut bien se rappeler que parfois les enfants se permettent des choses dans la sécurité du foyer, aussi parce qu'en fait c'est leur zone de confort et que du coup c'est... Alors j'ai une image, je vous la partage parce que je l'adore. Vraiment, je la trouve tellement géniale que je comprends pas qu'elle ait pas déjà été exploitée par les plus grands philosophes de, de tous les temps. En fait, pour moi, un enfant, c'est comme un ballon. Nous, le foyer, on lui insuffle de l'air, donc de la confiance en lui, pour qu'il aille explorer. Et vous savez, ça fait ce ballon-là qu'on lâche quand on a soufflé dedans, mais qu'on n'a pas attaché le cordon, et il s'échappe. Et en fait, plus tu mets de l'air dedans, donc plus tu insuffles de confiance, de trucs comme ça, plus en fait, quand tu le lâches, il part loin. Et en fait, c'est vraiment ce truc où tu sais, quand t'as des enfants qui sont tout petits et tu les emmènes au parc, et d'abord, ils restent accrochés à toi. Et puis ensuite, ils vont faire 1 mètre, ils reviennent vers toi. Ils vont faire 3 mètres, ils reviennent vers toi. Et puis en fait, un jour, tu les emmènes au parc et ils vont jouer pendant 1 heure et tu les revois pas. Et pour moi, c'est cette sécurité affective-là et aussi les permissions d'être qui ils sont qu'on leur offre à la maison. C'est aussi leur soupape de décompression, de la même façon que on se tient bien poli, bien genre comme il faut au travail, dans le monde de l'entreprise et tout ça toute la journée, parce qu'en fait on a voilà une posture à garder, un respect de la hiérarchie, ce genre de choses. Quand on rentre chez soi, on est content de pouvoir trouver cette sécurité qui nous permet d'être le fou ou faut pas dire ça. Quand je dis fou, c'était dans le sens foufou, d'être tout foufou, d'être Enlever les filtres. mais c'est ça, et puis même parfois d'être en colère et tout ça, et d'être entouré de confiance, parce que les personnes auprès de qui on se laisse être qui on est, c'est des personnes qui nous aiment et qui du coup nous permettent de nous réinsuffler cet air pour affronter la journée du lendemain, quoi. Elle est très très chouette cette image. Je vois, ça vous a coupé le souffle. Ouais, exactement. Qu'elle le dire. Ça nous arrive quelquefois avec nos invités. On te remercie en tout cas de cette proposition. Et je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle permet aussi un peu de résumer. Là, on parlait de violence éducative ordinaire, mais en fait, le centre, c'est aussi quelle éducation on veut en fait pour nos enfants derrière et dans quel monde on leur apprend à vivre pour qu'ils deviennent aussi des adultes derrière qui construisent un monde, en tout cas, bienveillant, en tout cas, comme on l'espère, en tout cas, comme je l'espère. Est-ce que pour aller plus loin, du coup, vous auriez quelques recommandations Marie, je sais que tu as quelques recommandations à nous faire. Non, c'était pour... Tu voulais J'avais encore... juste un dernier truc. Oui. Donc oui, je voulais dire que, en fait, je crois que pour réussir à aller à travailler sur les violences éducatives ordinaires en tant que parent, c'est la clé, enfin une des clés en tout cas, c'est d'être en empathie avec ses enfants, mais d'abord et avant tout avec soi-même, avec l'enfant qu'on a été et l'adulte qu'on est devenu. Et parce que si on n'arrive pas à être bienveillant avec soi-même et qu'on est soi-même violent avec soi, dans ce qu'on peut penser de nous-mêmes, c'est compliqué d'avoir la démarche inverse avec ses enfants. Et donc ça implique aussi, et c'est peut-être pour ça que c'est peut-être là la chose la plus difficile sur ce travail autour des violences éducatives ordinaires, c'est que c'est d'abord un travail, je pense, sur soi, qui est nécessaire pour permettre les leviers derrière. Ouais, et puis complètement supprimer cette notion de rapport de force entre l'adulte et l'enfant, définitivement, quoi. Oui. Eh bien, merci pour ces échanges. Je pense que c'est assez complet, qu'on a fait plutôt le tour de la question. Mais on sait que vous aimez bien aller encore plus loin sur ce genre de choses. Et est-ce que, du coup, vous avez quelques recommandations, que ce soit du livre, de la vidéo, des comptes Instagram à suivre de votre côté? Moi, comme je disais, j'ai pas lu énormément de livres sur le sujet. J'aime beaucoup écouter les podcasts. Et en général, j'aime bien taper des noms d'invités que j'aime beaucoup écouter.
Et donc, je vais pas vous citer des podcasts en particulier, mais je vais vous citer le nom d'une invitée que j'adore écouter. Elle parle encore plus vite que moi. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup son propos. Elle s'appelle Héloïse Junier. Et donc, du coup, c'est vraiment... Ouais, c'est quelqu'un qui a un propos qui est en plus extrêmement pétillant et qui du coup voilà, c'est venu moi faire résonner des cloches différentes dans ma tête, que j'avais pas l'impression d'avoir entendu 50 fois la même chose. Et voilà, cette approche, elle est chouette. Elle a fait aussi des livres jeunesse pour traiter des différentes émotions, mais avec vraiment l'angle de la psy qu'elle est. Et donc du coup, c'est vraiment des livres hyper interactifs. Je pourrais les donner, je veux pas dire de bêtises pour les titres, je pourrais les donner pour que vous les mettiez dans Tout les à fait. sources. Et du coup, elle a fait aussi des livres à destination des parents, notamment sous forme de BD aussi. Donc, elle n'en est pas illustratrice, mais du coup, je crois que ça s'appelle Ma vie de bébé. Et donc, du coup, on suit un bébé et c'est le bébé qui s'exprime à travers les bulles pour nous expliquer en fait tout son développement. Elle en a fait un sur le sommeil. Genre, j'en ai désespérément besoin en ce moment. De sommeil des enfants, évidemment. Et donc, voilà, ça déconstruit un peu toutes les attentes aussi que on nous a poussé à avoir avec cette fameuse question de est-ce qu'il fait ses nuits. Et donc du coup venir un peu aussi déculpabiliser tous les parents dont les enfants ne font absolument pas leur nuit, déjà leur expliquer qu'en fait on est tous dans cette sauce là et que c'est normal et que c'est ok et qu'un jour ça finit par passer. Donc voilà, je finirai par ce mantra qui rythme jour et nuit depuis la naissance de mon deuxième enfant: tout passe, tout passe, tout passe. Complètement. Je ne fais que plus soyer. Rappelez-vous qu'à 18 ans, tous les enfants marchent. C'est plus des enfants du coup, mais ils marchent. Normalement, ils ne font plus leurs besoins dans leur lit et ils viennent plus vous réveiller pour vous dire qu'ils ont fait des cauchemars. Même si on aimerait bien, je pense. À ce moment-là, ça nous manquera. T'es sûr que t'as pas besoin de moi pour te consoler? Moi, j'avais un TEDx à vous recommander du coup de Catherine Guéguin. C'est assez condensé. Si vous voulez vous lancer un peu dans la question des neurosciences de manière assez facile, on va vous mettre le lien du coup en description. C'est disponible sur YouTube. Ça s'écoute très facilement et du coup, c'est vraiment très 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 bien. Ça pourrait vous donner du coup l'envie d'aller lire ces livres derrière. Moi, je souhaitais aussi recommander du coup tes livres aussi, Fanny. Et si on changeait d'angle et du coup Vermicelle, que j'ai lu il y a pas longtemps, qui m'a bien retourné aussi, qui a fait écho à pas mal de choses. Et vraiment, voilà, c'est des livres qui ça se lit assez rapidement, ça se reprend. C'est des choses qui viennent, qui vont venir, je pense, vous interroger aussi sur votre enfant, sur votre enfance en tout cas. Merci beaucoup. Et moi, je terminerai juste par 2 petites recos. La première, c'est le livre de Catherine Guéguin qui s'appelle Pour une enfance heureuse, qui va donner pas mal de clés, en sans doute rappelant pas mal de choses qu'on a pu dire ce soir. Peut-être, tu l'as lu au final, Fanny, toi, celui-là? Oui, celui-ci, je pense que c'était un qu'on avait dû... Je pense que moi, je l'avais emprunté à la bibliothèque, je l'ai pas lu pendant longtemps, et puis au final, j'ai fini par l'acheter, et voilà, je l'ai offert à tout le monde, et voilà, je pense que c'est le seul, mais je l'ai lu à un moment où finalement, tout ce que j'ai lu dedans, je l'avais déjà finalement lu au travers, justement, l'écoute de ses TEDx, de toutes les interviews qu'elle avait fait et tout ça, donc c'était venu juste marquer. Voilà, surtout relire, des fois, c'est pas mal parce que ça réancre des choses qu'on a juste écouté un tout petit peu ailleurs. Il y en a un autre de Catherine qui est pas mal, c'est Lettre à un jeune parent, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ça doit être 2020, et qui est bien aussi, qui est plutôt... qui permet de prendre de la distance avec tout ce qu'on entend aussi. C'est plutôt assez intéressant. Et puis, par contre, ça vient aborder les neurosciences affectives. Et du coup, c'est pareil. Les deux se complètent à mon goût, en tout cas. Et ma dernière reco, c'est une vidéo de Psychoquack qui s'appelle « Doit-on claquer ses enfants ?» et qui est assez percutante aussi. J'ai bien aimé. Mais comme toutes les vidéos de Psychoquack, elles sont assez percutantes parce qu'il
prend pas beaucoup de filtres pour parler, mais elle explique bien justement les rapports de causalité ou de non-causalité entre est-ce que la gifle ou la fessée va améliorer le comportement social des enfants ou pas, et puis il parle aussi des conséquences que peut par contre entraîner les violences corporelles, les châtiments corporels. Et peut-être qu'on peut juste reciter ton ouvrage qui va paraître le 14 septembre, donc il sera déjà paru au moment de la sortie de cet épisode, mais tu veux nous en redire quelques mots pour terminer les recommandations? Avec grand plaisir, merci. Donc ça s'appelle Maëlle n'ose pas dire non, ça sort donc le 14, ça sera sorti le 14 aux éditions Des Ronds dans l'eau. C'est un album jeunesse, donc je dirais destination des autour de 6, 7, 8 ans. Mais ça peut se lire plus jeune, ça peut se lire plus vieux, évidemment. Et donc, on va y suivre l'histoire de Maëlle, qui est une petite fille qui ne sait pas dire non parce qu'en fait, elle a beaucoup trop peur de blesser son entourage. Et donc, elle fait tout pour contenter tout le monde. Et en fait, voilà, une petite nouvelle qui arrive dans son école va lui apprendre qu'on peut se faire apprécier, même en posant ses limites. Voilà. Tout aussi bien à destination des enfants que des adultes, finalement. Oh oui, en plus, vraiment, quand je l'ai lu la dernière fois, je me suis dit, mais en fait, toutes les personnes qui vont l'acheter, c'est des personnes qui se sentent concernées parce qu'elles en ont souffert. Et du coup, c'est des personnes qui forcément auront appris quelque chose de différent à leurs enfants. Et les enfants vont se retrouver devant ce livre et ils vont dire, ouais, et je sais, tu m'apprends ça depuis toujours. Mais voilà. Bon, à la limite, voilà, c'est comme pour tous mes livres. En fait, ils s'adressent à l'enfant en nous, définitivement. Fanny, merci d'avoir accepté notre invitation à participer et merci pour tous nos échanges qui étaient encore super intéressants et super riches. Merci à tous les trois. J'aurais voulu que ça dure tellement plus longtemps encore. Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode de rentrée. On espère que vous avez apprécié l'ensemble de nos échanges. On vous invite à interagir avec nous, que ce soit en likant, commentant ou en partageant notre podcast sur les réseaux ou ailleurs. Et même si vous le pouvez, vous avez le droit de nous mettre tout plein de petites étoiles. On adore ça. On vous donne rendez-vous à la fin du mois pour parler avec Manon. Mais oui, souvenez-vous, elle était venue causer libido avec nous il y a 1 an. Donc, pour parler avec Manon du sexe après un accouchement. Ça va être génial. Allez, prenez soin de vous. Et en attendant, la prochaine fois, la bise au chat. Ok, et au chien, parce que y a pas de raison.